Aujourd'hui, je tourne vite et à l'arrache et en avance. Et parce que j'ai les cheveux propres, j'en profite. Mais c'est un peu le bordel en ce moment. Et ça, j'en parlerai à un autre moment. On va rester dans la série sur la commune. J'en prépare une un peu lourde, mais pour ça, il faut que j'ai le temps de lire parce que là, donc je tourne en avance. Mais, quand j'ai dit à mon père que je n'avais pas le temps, il m'a sorti des BD. J'ai lu des BD au lieu de travailler. Ces BD, c'est quand même... Alors, je veux pas dire que la BD, c'est si un truc qu'on avait échangé comme ça avec Guillaume Singal, je sais plus si c'était sur Twitter ou Facebook, mais même quand j'arrive plus à lire une BD, quand même, ça passe à peu près toujours. Mais c'est probablement parce que j'ai appris à lire dans des BD. Remarquez, en fait, j'ai peut-être vraiment appris à lire avec PEF. Hein. Et je pense pas trop à lire du PEF. Et j'ai envie de relire Claude Ponty, qui est quand même extraordinaire et extraordinaire à suivre. C'est ça, BD commune, on reste dans l'ambiance. C'est une série de 3, j'en ai que 2, donc j'ai lu les 2, et pas l'autre. De Lupano et Jean, j'ai oublié leur prénom. La première, c'est Les éléphants rouges, la deuxième, c'est L'aristocrate fantôme, mais en fait, on peut les lire indépendamment, elles existent, j'ai vu ça viteuf en coffret, et elles sont quand même vachement jolies. On est chez Vent d'Ouest, c'est de la BD à... il n'y a pas de prix, elle doit être chère. En tout cas, vous avez vu la vidéo avec mon daron, c'est de la vidéo de la bande dessinée Vide-Grenier. Je sais même pas si les ai achetés toutes les deux d'un coup. C'est tombé comme ça, je savais même pas que ça existait, et bim. Alors en fait, c'est venu d'un truc qui va permettre quand même de dire des choses pas inintéressantes, et ça me changera. À savoir qu'il a commencé à me raconter qu'il écoutait Daniel Mermet, ce que je lui pardonne, il l'a fait tellement longtemps. Mais à chaque fois maintenant qu'il l'écoute, il râle. Et qu'il y avait un truc qui imaginait, alors là je ne l'ai pas entendu, hein, mais Karl Marx à Paris pendant la Commune. Et ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que Karl Marx, évidemment, n'était pas à Paris pendant la Commune, a écrit sur la Commune pendant la Commune, mais surtout il a envoyé Elisabeth Metrieff, qui avait une vingtaine d'années, quoi. Cette aristocrate russe révolutionnaire dont il est en fait question dans celui-là. Tac. C'est-à-dire dans L'aristocrate fantôme. C'est elle en couverture et on va en discuter. Mais ça, c'est quand même déjà intéressant de partir de là parce que, ok, donc on s'amuse à faire des uchronies de SF, enfin de ce grand genre de la littérature de l'imaginaire, où on colle Marx à Paris comme s'il n'avait pas envoyé une femme extraordinaire qui a présidé l'Union des femmes, et cofondé l'Union des femmes avec Nathalie Lemel, qui n'est pas tellement présente d'ailleurs de loin, enfin voilà. C'est-à-dire en fait la section féminine parisienne de l'International. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Mais il faut qu'on imagine ce qui donc n'est pas arrivé, à savoir un bonhomme à Paname. J'ai envie de dire, des fois la réalité elle est mieux que la fiction. Hein. On n'a pas besoin d'inventer des fictions pour effacer les femmes. Hein. Je veux dire, on perd un peu du temps et il y a quand même des choses intéressantes, tout ça. Enfin, bon voilà, ça m'a agacé. Et là, il m'a dit, ah bon, mais elle existe cette femme? Et là, il s'est rappelé de la BD que lui avait lu parce que il en lit plus que moi. Et il me l'a attrapé, sauf que lui, il avait cru que tout était fictif, en dehors du cadre un peu lointain. Alors que, non, en fait, là, le personnage était bien réel. Alors, je les ai lus à peu près dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire, en fait, voilà, il y a des dates. C'est-à-dire que là, on est hiver 70, là, printemps 71, donc un peu avant la Commune, déjà le siège, vraiment la Commune. On sent que la Commune va monter. Ce ne sont pas les mêmes personnages, même si on peut sentir des croisements, il y a des caméos, quoi. Hein. Les caméos, c'est avec des gens célèbres, mais on va dire qu'ils sont célèbres puisqu'on les connaît déjà. Et puis c'est des personnages, enfin. Donc, ça a un nom, ça. Les personnages qui changent de fiction, ça me reviendra certainement après la vidéo. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. Hein. Ça, c'est une expression qui vient de Rousseau, c'est-à-dire quand on a de l'esprit dans l'escalier. Moi, j'ai de l'esprit 10 ans après, ou de l'esprit insomniaque, quoi. Ça sert pas à grand-chose. Ou de l'esprit où je vais lâcher un gros truc qui est super drôle, mais super vexant. Et je rigole toute seule alors que tout le monde est vexé. Bon, voilà, ça c'est de l'esprit frondeur ou puncher. Alors, dans celui-là, on va suivre une petite fille, celle qu'on a en couve, sur l'éléphant, qui s'appelle Victorine. Alors bon, là, j'ai du mal à voir. Je pense que Victorine, c'est en référence à Brochet. Je déménage bientôt pour une petite semaine. Ça va nous permettre de récupérer gentiment les souvenirs d'une mort vivante, qui normalement sont là-bas. De le lire et de le présenter peut-être dans 2 semaines, si tout se passe bien. C'est un peu le rush, hein, la série commune, mais j'aime bien. J'aime bien ça. Et en fait, en la suivant, on la suit elle, sa mère, un peu sa tante, etc.
Victorine, bah, c'est une gamine, j'allais dire des faubourgs, bah non, pas des faubourgs, parce que c'est une petite parisienne. C'est une petite Gavroche, en fait. C'est une petite Gavroche, sauf que bah, l'intérêt, c'est que c'est... Alors là, elle, je pense qu'elle est fictive. Et Victorine, 11 ans, voilà. Et elle, bah, elle aime les 2 éléphants du jardin des plantes. Elle veut être la chef d'une bande de garçons. Elle, sa mère, et voilà. Et là, ce qui m'a vraiment plu, c'est de voir comment sa mère l'éduque dans un espoir féministe et en espérant qu'elle aura d'autres possibilités que celles qu'elle a, ce qui va l'amener donc à aller fréquenter les clubs, etc. Et donc permettre ces effets de croisement entre les 2 albums sans pour autant qu'il y ait série, pour autant que je puisse en juger. Ça marche assez bien. J'apprécie beaucoup que ce soit une petite fille et pas une femme. Bon, je vois pas comment elle pourrait être réelle d'un point de vue documentation. Proche des animaux, hyper chouette, et avec en fait un entourage essentiellement féminin autour d'elle, mais pas seulement, qui permet de pas la figer dans certains espoirs ou dans un truc un peu clivant et euh, qui elle-même a ce qu'on appelle une agentivité, c'est-à-dire une capacité d'agir par elle-même. Moi, je suis quelqu'un de pessimiste, j'aime pas trop le terme d'agentivité, je préfère marge de manœuvre. Vous vous souvenez dans la vidéo où je parlais de toilettes pour femmes, et ça venait d'une autre vidéo, puis j'ai oublié laquelle, où je vous disais, bon, finalement, le patriarcat, c'est jamais que desserrer un peu la laisse, hein, pour le moment. Et bon, on ne sent les chaînes que quand on commence à s'agiter, hein. Elle ne nous gêne pas jusque-là. Et ce qui est vraiment très touchant, m'a-t-il semblé, d'autant plus parce que là, il y a eu un peu de vacarme sur mon Facebook autour de Damasio et de Damasio les furtifs comme roman de la paternité. Il m'était dit de la parentalité. Non, de la paternité, parce que la maternité, elle est complètement disqualifiée dans les furtifs. Et elle est complètement essentialisée, ramenée au personnage masculin, etc. Bon, ça c'est ma petite digression. Et là, en fait, on a une figure de maternité qui n'est pas une maternité biologique, même si on suppose que c'est sa mère biologique, mais qui est vraiment dans une maternité de ce qu'on appelait en ancien français la nourriture. C'est-à-dire, quand on va dire je me suis nourrie de poèmes, par exemple, c'est pas une métaphore en fait. C'est qu'on a une restriction de sens et ça, on garde l'élargissement au sens figuré. La nourriture, c'est l'élevage, au sens large. Et je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui sont vexés quand je parle de l'élevage des enfants, comme si on les élevait en troupeau. Alors déjà, je vois pas... je trouve qu'il y a quelque chose de spéciste hein, dans le fait de refuser cette expression qu'on trouve partout chez Delphi. C'est le terme en fait, on élève des enfants, c'est donc de l'élevage. Enfin, c'est ce qu'on dit. Quand on dit on élève des enfants, on fait de l'élevage. On ne dit pas qu'on fait de l'élagage ou du dressage. Hein. Mais c'est ce qu'ont l'air d'entendre les gens, c'est intéressant. Hein. Et bon voilà, élever normalement, hein, l'éducation, c'est mettre dans la bonne route, l'élevage, c'est faire monter, la nourriture... En ancien français, la nourriture, j'essaierai peut-être un jour de lire de l'ancien français, mais mon agrègue date un peu. Je n'étais pas très bonne en ancien français. Ça va permettre Enfin, c'est ce mot qui parle en fait d'une nourriture qui est non matérielle. Et ça, c'est quand même super beau. Et c'est super important. Voilà. Et elle-même, donc, bon, ben, on peut dire qu'elle est féministe, le mot apparaît quelquefois, ça me paraît anachronique, puisque le sens politique du mot féministe n'apparaît que dans les années 1880 de façon assez épisodique autour d'Alexandre Dumas, et n'est vraiment revendiqué que par Hubertine Auclair, plutôt dans les années 1890. Bon, après, voilà, c'est compliqué d'être dans l'époque, mais voilà, et je pense pas, on l'a vu la semaine dernière avec Edith Thomas, la commune en elle-même n'était pas féministe, mais elle a aussi porté l'idée d'une égalité. Bah, à l'époque, on aurait dit homme-femme, femme-homme. On va le faire par ordre alphabétique. Et ça, bon, ben, c'était très touchant, ça permet quand même de voir, pas Louise Michel, intéressant, mais d'autres femmes, différents modèles, la tante qui est prostituée, avec quelques réflexions un peu sur la prostitution, et ça rappelle ce qu'était la prostitution occasionnelle au XIXe siècle. Alors, c'est comme d'habitude, je pense que c'est plus facile quand on a cette documentation en tête, ou qu'on connaît un peu le XIXe siècle et ses questions. Mais je pense que ça se lit quand même très facilement et très bien, et puis qu'on peut toujours prolonger ensuite. Le dessin est assez chouette, vraiment je l'ai beaucoup aimé. On n'est pas du tout dans l'effet non plus photocopie de Tardy. Moi je dirais qu'on est on a un petit côté un peu Isler, un peu Loisel, et un peu, ouais, tiens, un peu de Toussaint Gomme-Mouche, mais ça c'est, j'ai oublié le nom du dessinateur. Ça, alors ouais, non, c'est en dessous, l'Isler et de Loisel, donc Isler c'est les Cendres, Loisel par exemple et Peter Pan ou La quête de l'oiseau du temps.
c'est en dessous. En fait, il y a des types de dessins assez différents selon les moments. Il y a des moments, on va dire, un peu sépia, où les contours sont plus estompés. Et qui peuvent se rapprocher de plus de photos, et d'autres qui sont plus proches d'une BD réaliste contempo, plus mainstream. Même si Loisel et Isler, c'est quand même mainstream, hein, on va pas non plus se raconter des histoires. Et avec quelques planches vraiment très très belles au milieu. Alors, et donc, Victorine essaie de monter un plan, etc. Bon, moi, l'histoire du plan, il m'a amusé. Elle n'arrête pas de lire, c'est intéressant. On l'amène dans les clubs, sa mère l'amène dans les clubs des femmes. Elle s'endort, elle bouquine, etc. Mais ça permet d'entendre tout en n'entendant pas, parce que quand elle s'endort, on n'entend plus. Et j'ai bien aimé cette idée qu'on avait l'ambiance en la suivant. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a pas mal plu. Et avec, bon, ce qu'on appelle, évidemment, et de façon peut-être finalement assez gentille, la lutte des classes, hein. Là, et le côté à hauteur d'enfant pour un premier épisode fonctionne pas mal. Bon, il y a des trucs où, ouais, voilà, il y a un côté quand même checklist féministe, elle est quand même assez aguerrie, etc. Elle y va, elle finit par gagner, devenir chef de sa bande, etc. Bon, ça fait du bien, c'est pas... ça mange pas de pain. Voilà, ça mange pas de pain et ça fait pas de peine. Mais bon, je suis toujours un peu sceptique avec ça. Je l'étais vraiment avec Podum. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec Podum. J'ai trouvé ça lourd, en fait. Lourd, et c'était génial dans Podum d'arriver à nous montrer toute l'homosexualité masculine avec un personnage féminin et pas de lesbianisme. Hein. Bon, il y a un moment, si on veut faire de la checklist, faisons-la jusqu'au bout. Hein. Voilà, mais ça m'a beaucoup plu à pas mal de niveaux. Voilà, les focales sont pas mal. Voilà. Et puis là, voilà, quelques planches comme ça. Là c'est là où j'ai vraiment pu penser à Isler. Au Isler décembre, des trucs comme ça. C'est pas la même chose, Sambre. En plus, il y a des ajouts de couleurs, etc. Mais ça m'a vachement plu. Il y a de jolies couleurs. Je trouve qu'il y a tellement de BD qui ont l'air d'être finis avec le cul et à la palette graphique mode paint que c'est quand même pas désagréable. Dmitriev, pardon. Je sais même pas comment ça se prononce. Moi, j'ai jamais fait de russe. Bon, elle est pour le coup historique. Même si, voilà, la réalité dépasse la fiction, parce que le mythe peut être réel. Aristocrate russe, elle a fait partie, je vais mettre... en plus, ça tombe bien, j'avais lu des textes d'elle, ses lettres à Marx, etc., il y a peu de temps. Donc là, je suis dans le bain. Donc, cofondatrice avec Nathalie Lemel de l'Union des femmes, donc l'internationale, la section féminine de l'internationale parisienne pendant la Commune. Alors, là, on ne la voit que pendant la Commune, et ça commence sur Marx, et donc on a vraiment cette image d'une femme envoyée par, et ensuite, on a essentiellement elle pendant la Commune, et vu qu'elle a disparu pour les autorités qui ont pas pu l'attraper, quoi, une brève fin du reste de sa vie en une page, histoire qu'on sache, quoi. Mais tout ce qui est jeunesse, enfance, etc., et qui est quand même connu, parce que c'était donc une aristocrate, ça aide à connaître un peu sa vie, là, elle est escamotée, donc elle a fait partie des jeunesses révolutionnaires russes, très tôt, hein, dès 14 ans, elle a été révolutionnaire et s'est formée à ça, et c'est à 20 ans hein, qu'elle rencontre Marx, et qu'elle est envoyée par Marx pendant la Commune, 20 ou 21 ans. Enfin, c'est ce genre de truc, c'est comme quand on lit du Rimbaud, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et après, on lit Losier, la course du rat, et on se dit que cette question est ridicule. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait Rimbaud une fois qu'il a fait de la poésie, hein? Voilà, je vous le demande. Bon, c'était vachement chouette. Le dessin, là, est un peu différent. Donc là, je vois plus l'influence Sambre, etc. Notamment par le fait que les contours sont pas dessinés. En fait, on est plus sur du dessin aquarelle. Voilà, on n'a pas l'ancrage. Et ça, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve ça beaucoup plus léger à lire, en fait. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui va quand même éloigner la ligne claire. Et avec, donc on voit pas Louise Michel, mais elle est beaucoup mentionnée. On voit Nathalie Lemel, on voit beaucoup Léo Frankel, on voit André Léo. Voilà, donc si on veut faire de la checklist histoire communarde, ça marche pas trop mal. Bon, je trouve un peu dommage qu'on ne voit Jenny Marx que parce qu'elle apporte le thé. Mais c'est comme ça, on va pas... hein, c'est comme ça, on rigole pas. Et toute la carrière communarde de Dmitriev est ainsi montrée, retracée, avec quelque chose qui est un peu fantastiquifié, c'est-à-dire il y a quand même une dramatisation de l'intrigue et qui passe notamment, alors là c'est archi clair,
cet dessin, il va être repris d'ailleurs, c'est-à-dire par la beauté d'Elisabeth Dmitrieff. Et ça m'a pas mal interrogée, parce que cette beauté, elle a vraiment joué, mais elle est vraiment mise en avant, avec notamment à un moment cette phrase que Louise Michel est trop laide pour attirer les hommes, et Dmitrieff trop belle pour attirer les femmes. Alors, je ne sais pas si les femmes sont parties à ce point-là de l'union des femmes, parce que Dmitrieff aurait eu quelque chose d'autoritaire et despotique. Honnêtement, je ne sais pas. Et parce qu'elle est une belle femme. Ce que je sais en revanche, c'est que il a été dit, enfin Gloria Steinem, qui est quand même pas un aideron, hein, puisqu'elle a réussi à se faire embaucher par Playboy pour devenir une bunny girl dans un des bars Playboy, et que ça a été son premier article qui l'a rendu célèbre. Et puis je sais pas, moi j'étais assise 2-3 heures à 1 mètre de Gloria Steinem. Regardez sa date de naissance, elle est vraiment très belle. Et elle est vraiment impressionnante. Bon. Mais entre nous deux, il y avait une vieille dame, enfin une dame plus âgée, elle n'était pas vieille, mais voilà, c'est une conférence féministe à New York, et je vous raconte ma vie, hein, mais puis on applaudissait au même moment, et on n'applaudissait pas au même moment, donc il y a une complicité qui s'est nouée, et puis elle m'avait filé ensuite un badge et tout, et elle m'a laissé un petit mot, et j'ai adoré cette conf, quoi. C'était génial. Et j'ai pas eu le... J'ai refusé qu'on prenne en photo Gloria Steinem, mais quel regret, qu'est-ce que je suis bête. Bon, la question de cette beauté en politique, elle est quand même hyper importante quand on va mettre en scène un événement politique et plus largement faire l'histoire des femmes, parce que c'est toujours un truc où on a besoin de savoir si elle était belle ou moche, etc. S'agissant de la commune, c'est un élément important, parce que cette beauté, elle a bien été soulignée par les contemporains et les contemporaines, et elle a joué, effectivement. Et je pense que c'est encore un truc qui joue. C'est vrai que... Regardez un peu, je sais pas, même les femmes de droite, c'est plus marqué à droite qu'à gauche, et encore, mais c'est quand même super dur d'être une femme de droite et d'être complètement laide. Oui, je connais les contre-exemples, et puis on va pas faire des listes de ça, mais c'est un truc qui reste. C'est vraiment un truc qui reste, cette question de cette sélection. Alors, ça joue, parce que cette question de la beauté, évidemment, elle est sexiste. Elle est, ça peut jouer pour des hommes, mais ça joue de façon bien plus marginale pour les hommes que pour les femmes. Et d'être ramené à son physique et tout à son physique, évidemment que c'est pas la même chose. Enfin, c'est automatique pour les femmes. Mais enfin, on ne lit pas de portrait de femme sans une mention de ce genre de choses. C'est rarissime en fait. Et là, dans le cas de Dmitrieff, c'est aussi une mise en scène. Et c'est pas la même chose. Alors, ça va appuyer le propos, mais ça va du côté de cette esthétisation de la commune, qui est pour moi quelque chose de l'ordre d'une folklorisation. Mais je vais lire bientôt là-dessus et on y reviendra. J'ai juste pas le temps d'aller à la librairie, mais ma commande est arrivée. Donc ça, c'est vraiment un point qui me semble mais ultra important et crucial, et pour lequel j'ai pas de solution. Parce que, oui, ça a joué un rôle historique, et donc, oui, voilà, on avait remercié Gloria Steinem, avant que je raconte ma vie, elle avait raconté la sienne, c'est dans son livre, j'en ai parlé dans Ma vie sur la route. Elle avait été remerciée par une féministe, je crois, qui, parce qu'elle expliquait elle-même comment elle s'est sentie mal à l'aise d'être une belle femme, une très belle femme, et qu'une autre femme l'avait remerciée en disant, mais le fait que vous, en étant belle, vous refusiez ce jeu de la séduction, compte énormément. Et ça l'avait aidé. Voilà. Non, mais c'est hyper intéressant comme question. Bon, là, Dmitrieff, et c'est un truc qu'on va retrouver avec Marguerite Durand, la fondatrice de la Fronde, la fondatrice aussi du cimetière des chiens d'Asnières, le premier cimetière animalier au monde, qui a été surnommée Casque d'Or avant que Simone Signoret. Et qui a été une comédienne de la Comédie Française. Et qui elle-même disait « Mes cheveux blonds ont plus fait pour le féminisme que bien des féministes ». Est-ce misogyne, est-ce réel, est-ce pragmatique? Franchement, j'en sais rien. Mais cette question de la beauté, elle me semble, non pas en impensé, ça serait pas vrai, parce qu'on a Beauté fatale de Mona Chollet, on a le mythe de la beauté de Naomi Wolf, on a pas mal de choses. Il y a eu un article il n'y a pas longtemps sur le mythe de la beauté que j'ai trouvé intéressant, il faudrait que je le reprenne, et l'article et le bouquin. Parce que cette question de la beauté, elle va... Ici, là, c'est pas tellement sur la question du sexisme qu'elle m'intéresse, c'est sur ce qu'on peut appeler une forme de folklorisation communarde. Et à ce niveau-là, Edith Thomas disait dans Les Pétroleuses que c'était quand même amusant de voir que pour les Versaillais, toutes les femmes étaient laides, et que chez Vallès, elles étaient toutes jeunes et jolies.
ça fait partie de cette folklorisation, ça fait partie du discours politique. Donc d'un discours politique qui charrie ce sexisme et qui passe par une validation esthétique des femmes. Et ça a une longue histoire assez complexe et bon, c'est pas le propos là maintenant, tout de suite, et évidemment très compliqué selon les pays, les situations des pays, etc. Dans ce cas-là, ça joue vraiment sur la question de la commune. Là, je lis une anthologie. Voilà, là, ça, on est dans du mythe qui fonctionne, qui est super Black Bloc compatible. Et quand on va voir les visuels des féministes antifa, on a ce genre de visuel, mais juste un peu plus contemporain. Et souvent avec des nanas qui vont correspondre quand même parfaitement aux standards de beauté, ou du moins aux standards de beauté de leur communauté politique. Bon, voilà, on n'a pas le cul sorti des ronces, quoi. Ça m'a vachement questionnée, et pareil, dans le précédent, il y a des scènes au bobinard, c'est-à-dire au bordel. On n'avait pas besoin d'avoir des scènes de cul, en fait, dans ce truc-là. Elles m'ont pas gênée en elles-mêmes, mais bon, voilà, dans la checklist, il y a aussi ne pas oublier le passage racoleur, avec un personnage racoleur. Alors, j'ai pas lu le dernier et le troisième, je sais pas si ça c'est encore présent. C'est quand même un truc où... J'ai vraiment... Alors, voilà, quand je lisais Jujitsu Fragette, bon, après le dessin est moche, donc c'est sûr que ça a aidé. On n'a pas ça. Ça, on l'a pas. On l'a à toutes les pages dans Podom. Voilà. Et on a vraiment une intériorisation de ce qu'on appelle le male gaze. Le truc, c'est qu'il fonctionne, ce male gaze, politiquement. Il peut avoir un effet. Mais après, bah voilà, c'est une BD sur la commune. C'est clairement pas une BD féministe. Voilà, c'était... je l'avais même pas vu. Belle et rebelle. Non, mais voilà. Non, c'est... Et j'ai bien aimé, en plus. J'ai passé un bon moment. Et j'ai pas envie de dire que c'est de la BD de mec. En plus, on trouve ça chez plein de femmes aussi. Podom aussi, c'était de la BD... la BD d'hommes. On le trouve chez plein de femmes. Et les femmes ne sont pas magiquement exemptées de ce genre de représentation sexiste. Mais ça m'amène toujours plus à penser que l'esthétisation est politique et que même le choix des objets esthétisés et la façon dont ils sont esthétisés, c'est éminemment politique. Et cela même avec un personnage qui, historiquement, était aussi beau. Parce que là, ça occupe vraiment beaucoup de place. Mais la BD est bien dessinée. Allez, c'était une petite vidéo de dimanche. Je vous dis à bientôt.